Bonjour, nous sommes en 2015 dans les cours donnés sur Internet de l'Institut Dr Angélique. Nous sommes dans une nouvelle section qui aborde divers sujets de philo accessibles aux classes de terminale. Cette section vient après avoir donné une série de cours systématiques abordant les 7 grandes parties de la philosophie. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour servir de plagiat, même si on ne se fera pas prendre puisque rien n'est écrit. Le but est de montrer comment la philosophie réaliste, celle qui a été inaugurée par Aristote, permet véritablement de comprendre le réel. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est celui-ci. Aujourd'hui, la religion et les croyances ont-elles encore un sens face au progrès de la science moderne ? On peut dire que ce sujet tombe à point nommé à notre époque, face à ce qu'il se passe dans le monde. On constate qu'en Europe occidentale, on a essayé depuis à peu près 200 ans de construire un monde où l'homme est exalté, l'homme dans son bonheur. Et c'est un monde sans Dieu. On constate, par ailleurs, que du côté du Proche-Orient, de plus en plus, depuis 35 ans, et sans doute par réaction, on est en train d'exalter comme l'inverse. On dirait que Dieu, le nom de Dieu, est exalté au-dessus de tout, mais c'est un monde sans homme qui est créé. Comme si l'homme lui-même devait être totalement esclave de Dieu. C'est en tout cas l'excès que l'on constate chez Daesh. Ça veut dire des islamistes fanatiques. Ainsi, le surgissement de 2 façons de voir le monde, l'homme sans Dieu d'un côté, Dieu sans l'homme de l'autre côté, semble poser véritablement ce qu'il y a dans la tête de l'homme, la question de ce qu'il y a dans la tête de l'homme. En Occident, l'idée c'est que le progrès des sciences et surtout des techniques, en apportant toujours des choses nouvelles, merveilleusement usuelles, comme des téléphones portables qui doublent de puissance tous les 2-3 ans, et bien que cette chose-là comblera le cœur de l'homme. Or, dans cette jeunesse occidentale, comblée de biens matériels, on constate que certaines personnes n'y trouvent tellement pas le bonheur, qu'elles adhèrent à cet islamisme le plus radical et vont même rejoindre les combats. Est-ce que le motif est religieux? Est-ce que le motif est simplement la recherche de soi? Ça, nous le verrons. Dans ce sujet, en tout cas, nous traiterons 3 parties. D'abord, je voudrais montrer comment ce sujet est mal posé. Et pourtant, je m'y tiendrai, à savoir que les religions et les croyances, ce n'est pas la même chose. Et que d'autre part, les sciences modernes et l'apport de la raison, ce n'est pas non plus identique. Ensuite, dans une deuxième partie, je montrerai que cette idée n'est pas nouvelle. En fait, c'est à Auguste Comte qu'on voit une analyse profonde de ce qui, selon lui, va être l'évolution de l'humanité vers l'âge adulte, le moment où elle ne se posera plus jamais les questions religieuses. Et enfin, appuyé sur l'observation de ce qu'il s'est passé depuis la mort d'Auguste Comte, eh bien, nous répondrons à la question. Est-ce que l'homme peut se passer de ce que j'appellerais la sagesse? Ça veut dire les 3 questions fondamentales. D'où est-ce que je viens radicalement? Qui suis-je? Et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Alors, d'abord, je voudrais montrer comment cette question est mal posée. Et pourtant, c'est la façon habituelle dont la plupart des philosophes la posent, ou peut-être les journalistes. Le premier point, c'est qu'on a l'impression, dans l'énoncé du sujet, que la religion et la croyance, ça veut dire l'adhésion par une conviction affective du cœur à une vérité qu'on ne peut pas démontrer, serait la même chose. En gros, si on regarde bien les choses, c'est comme si on rangeait la religion dans le domaine de ce qui se vivait par exemple au paléolithique, au néolithique. À l'époque où on inventait des mythes pour expliquer toutes les choses. Par exemple, cette télécommande, ça n'existait pas à l'époque, mais peu importe, elle tombe. Et bien comme on n'avait pas d'explication rationnelle, on imaginait qu'au cœur de la Terre, il y avait Hadès, qui attirait tout à lui ultimement vers la mort.
Et les gens y crurent vraiment pendant toute une période de l'humanité. Donc les forces naturelles étaient des dieux. Dans ce domaine des religions actuelles seraient donc rangées toutes les grandes sagesses religieuses qui existent encore dans le monde. À commencer par exemple par le bouddhisme, qui finalement implique une foi dans le fait que, passant de corps en corps, l'humain, qui n'est pas vraiment un humain, mais une partie du grand tout, finirait par ne plus se réincarner pour redevenir ce qu'il est, le Dieu unique et l'univers lui-même. C'est une croyance. Et puis, en Occident, le christianisme par exemple, qui affirmerait qu'un Dieu unique, tout amour, se serait fait homme, serait même mort sur la croix pour indiquer l'explication de ce que nous faisons sur Terre. Il aurait choisi de naître d'une jeune fille de 14 ans à qui il aurait envoyé son ange, et cette jeune fille aurait accepté. Il serait ressuscité 3 jours après sa mort. Effectivement, ceci non plus n'est pas démontrable par une preuve scientifique. C'est donc de l'ordre de la foi, de la croyance. Donc, si on suit le sujet, face à ce premier groupe de connaissances, donc affectives, liées à une confiance, il y aurait d'autre part la science moderne. La science moderne, voilà comment elle se définit épistémologiquement. C'est une connaissance du réel, donc son objet, c'est la réalité. Elle est donc très réaliste. Mais elle ne connaît pas la réalité de n'importe quelle manière. La science moderne utilise comme moyen l'outil mathématique, l'expérimentation. La différence entre l'expérience et l'expérimentation, c'est qu'on soumet le réel à une série de protocoles qui permettent de mesurer des vitesses, des transformations, et de les indiquer, par exemple, par des équations mathématiques. C'est la raison pour laquelle les mathématiques sont universellement enseignées maintenant en Occident, parce qu'ils sont un outil indispensable. Et je dirais que ces sciences modernes se divisent dans les sciences dures. Ça veut dire tous les phénomènes réels qui se produisent à 100%. Par exemple, si je lâche cette télécommande à 100%, elle tombera par terre. C'est évident. On peut donc mesurer sa vitesse. On peut mesurer son accélération. Et puis d'autre part, les sciences humaines, qu'on pourrait appeler aussi les sciences molles, des phénomènes qui se produisent la plupart du temps, eh bien on les a fait entrer aussi dans ces sciences en mesurant la probabilité. La probabilité, par exemple, pour que les femmes soient attentives aux petits-enfants. Combien de femmes n'abandonnent jamais leurs petits-enfants ? Combien de femmes, en proportion, pourraient les abandonner, par exemple, pour suivre un homme ? Voilà comment des phénomènes humains sont intégrés dans une science moderne qu'on peut appeler la psychologie comportementale. Et donc, on a l'impression qu'il n'existe, pour ce qui est de la raison donc n'impliquant pas la croyance, le fait d'adhérer au réel, que cette méthode. On en oublie une autre, qui est très importante, à savoir celle de la philosophie réaliste, celle qu'a inventée par exemple Aristote chez les Grecs, et à qui nous devons cette science moderne, sauf que nous y avons ajouté la méthode mathématique. La philosophie réaliste, elle fonctionne pareil, elle n'a comme objet que le réel, mais elle accepte de le connaître par toutes les forces naturelles de la raison. Donc l'expérience aussi compte. Mais aussi les raisonnements, par exemple l'induction qui part d'un effet pour remonter à la cause. Par exemple, encore une fois, cette télécommande qui tombe, s'il y a un effet, sa chute, c'est donc qu'il y a une cause qu'on ne connaît pas, on n'a pas déterminé sa nature. C'est la force de la gravitation. De quoi est faite cette force de gravitation ? Est-ce que ce sont des particules, des gravitons ? On ne sait pas encore. À quelle vitesse se déplace l'onde gravitationnelle ? On ne sait pas. Mais on a posé une cause puisqu'il y a un effet. À partir de là, voilà comment, sans doute, si on était totalement réaliste, on devrait poser ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que la sagesse, ça veut dire la réponse aux 3 questions, d'où est-ce que je viens radicalement ? Qui suis-je fondamentalement ? Est-ce que je vais quelque part après la mort ? Est-ce qu'il y a un sens ultime à cette vie ? La question de la sagesse est-elle ? A-t-elle
encore un sens face au progrès de la philosophie réaliste sous toutes ses formes, qui intègre à son intérieur les sciences modernes avec l'outil mathématique. Autrement dit, les sciences du réel, de l'observation par la raison, répondent-elles à toutes ces questions fondamentales qui sont chez l'être humain, ou est-ce qu'elles n'y répondent pas? Alors évidemment, loin de moi de changer le sujet, l'énoncé du sujet, et je vais donc m'en contenter. Je voudrais même montrer que s'il est posé comme ça, c'est pour une raison très simple. On le doit, en Occident, à un penseur particulier, qui l'a posé comme ça, qui a induit l'équivalence de la raison avec, je dirais, la science moderne, et l'équivalence de la religion avec les croyances. Il s'agit d'Auguste Comte. Il est un penseur français qui vit à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Avant donc la guerre 14, il ne connaît pas les effets de la science. On ne peut analyser sa pensée simplement, mais disons que dans le premier moment de sa vie, avant un événement qui va le bouleverser, globalement, il établit un système qui pense l'histoire de l'humanité en 3 âges. Il constate, et il ne se trompe pas, que au tout début de l'humanité, et disons jusqu'à la période grecque en Occident, la période grecque d'Aristote, de Platon, de Socrate, on est dans l'enfance de l'humanité. Ça veut dire qu'on se pose des questions profondes, celles de la sagesse dont je parlais tout à l'heure, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, et on y répond toujours par des croyances. On invente des mythes, des histoires. Mythes pour l'origine du monde, avec un dieu ou plusieurs dieux, selon plusieurs récits. Qui sommes-nous? Pareil, une explication systématique parle de la survie d'une âme après la mort. On peut dire que il n'y a pratiquement pas d'athéisme dans cette première phase. Les hommes sont comme des enfants et ils veulent espérer que eux, et même les animaux, d'où la fondation de l'animisme, survivent après la mort. Ensuite, pour la troisième question, où est-ce que je vais? Eh bien, diverses réponses sont aussi appliquées, mais toutes sont indémontrables. C'est ce qui caractérise ce premier âge qui ressemblerait tout à fait à celui d'un petit enfant qui fait confiance à ses parents et à qui on raconte des histoires pour lui expliquer ce qu'il fait sur Terre. Il est prêt à croire à tout puisqu'il a confiance en ses parents. Ainsi, c'est à Auguste Comte que l'on doit l'identification de la religion, puisque ce sont des religions qui répondent à la croyance. Ensuite, il pose un deuxième âge de l'humanité qui, disons, commence avec Hésiode. Lorsque un penseur grec se met à se dire « Avec ma raison, je vais trier les dieux et voir ceux qui sont des répétitions ». C'est un progrès immense. On ose, par sa propre pensée, entrer dans le monde des dieux et définir qu'un tel n'existe pas, tel autre est identique à un autre nom, parce qu'il y a des centaines de mythes en Grèce. Eh bien, cette autonomie de la raison que va inaugurer Hésiode va avoir des fruits fantastiques. On doit à la philosophie grecque et aussi à la science grecque, on doit l'usage de la raison pour expliquer les phénomènes de la Terre. On en cherche principalement les causes et aussi les lois fondamentales. Mais d'abord les causes. Par exemple, si on constate que l'être humain, à la différence de l'animal, est capable d'une pensée abstraite et spirituelle, alors on induit à l'intérieur de l'être humain, dans sa nature, une cause particulière qu'on va appeler l'esprit. De même, si on constate qu'une société est unifiée, alors qu'elle est composée de milliers d'individus très différents, on va en chercher la cause. Quelle est la cause de cette unité? Et on va poser, avec quelqu'un comme Aristote, un bien commun à tous, qui peut être leur survie. Mais pour qu'une communauté humaine fonctionne mieux, c'est plus que ça, une culture commune, une histoire commune, une finalité commune. Ce deuxième âge de l'humanité, qui aura des fruits jusqu'en Occident, Auguste Comte l'appelle l'adolescence de l'humanité. On se pose la question des pourquoi, selon les 5 causes d'Aristote. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? En vue de quoi c'est fait? Sur le modèle de quoi c'est fait? Et enfin, dans quelle matière c'est fait? Évidemment, le fait par exemple de savoir ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est qu'être, ce qui va fonder la métaphysique d'Aristote, la philosophie première. C'est très bien, dit Auguste Comte, mais ça ne résout pas les problèmes de l'homme.
C'est pourquoi il pose à venir un troisième âge de l'humanité qu'il va appeler l'âge adulte. En effet, à son époque, on a inventé depuis un peu plus de 2 siècles la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder avec ses sens la réalité, on l'analyse dans son fonctionnement. On découvre les atomes. Un peu plus tard, quelques années plus tard, on découvrira avec Albert Einstein l'intimité de la matière. Eh bien, lui, Auguste Comte, constate que cette question du comment ça marche apporte des effets fantastiques au point de vue technique, des progrès qu'il imagine et qui n'auront pas de fin, qui résoudront sans doute les problèmes des maladies, de la faim dans le monde, des souffrances et peut-être même de la mort. Du coup, selon lui, l'âge adulte de l'humanité, c'est quand l'humanité enfin ne se pose plus la question de la sagesse, d'où est-ce que je viens, etc., en répondant par des croyances, ni ne se pose plus la question du pourquoi, en cherchant des causes dans l'être humain, mais regarde plutôt comment ça marche. Et là, c'est du concret, c'est de l'adulte. À partir du moment où on se contente du comment, eh bien on devient adulte puisqu'on accepte son sort, qui est d'être un être fait de matière. Et donc, qui s'explique entièrement par les lois de la matière. Auguste Comte va donc se mettre à prophétiser la venue de cet âge adulte en disant « Toutes les questions seront résolues. La science va répondre à tout. Et donc, à un moment donné, on n'aura plus besoin des croyances et des religions, qui selon lui sont identiques. Mais on n'aura plus besoin non plus de la philosophie. On se contentera de répondre par le fonctionnement intime de la matière. » Maintenant, je voudrais passer à la troisième partie, donc répondre vraiment à la question, en m'appuyant sur ce qui a été dit précédemment. Donc, quelle a été la réalisation de la prophétie d'Auguste Comte? Avait-il raison? Il s'est d'abord produit quelque chose qui a véritablement douché les espoirs positivistes, puisque la philosophie qu'il a fondée s'appelle le positivisme. C'est la guerre 14. Le chaudron où les peuples européens se sont brûlés, détruits par la propre science qu'ils avaient pensée, donc qui expliquait le comment ça marche, mais détruits aussi par le fait qu'il n'y avait plus mis de sagesse ni de bon sens. Comme disait un proverbe, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ainsi, dans les tranchées de 14, des progrès extraordinaires du comment ça marche. Et puis ensuite, en 1945, jusqu'aux découvertes de l'intime de la matière avec la bombe atomique. Au lieu de servir, je dirais, au bien de l'homme, a servi à l'homme à se faire la guerre de manière plus efficace. Qu'est-ce qu'a permis ces événements historiques? Eh bien de découvrir qu'en fait, quand on se posait la question et qu'on résolvait la question du comment ça marche, on savait simplement, par exemple, comment marche cet objet qu'on vient d'inventer en se servant de lois de la matière. Un stylo. Or, un stylo, s'il sert à écrire une lettre d'amour, c'est un usage qui est bon, mais s'il sert à envoyer une lettre de déclaration de guerre, c'est un usage qui devient mortel. Ça veut dire qu'en fait, le comment ne semblerait répondre qu'à l'instrument, mais certainement pas à d'autres questions que se pose l'homme. Ce qui va profondément, en fait, bouleverser la pensée d'Auguste Comte au point de créer un deuxième Auguste Comte, qui va presque devenir un mystique. C'est qu'à un moment donné, sa femme, sa bien-aimée, meurt. Et là, il se trouve confronté à une souffrance. Une souffrance qui va forcément interroger son système philosophique. Est-ce que la science qu'il a développée a répondu à la douleur qu'il a actuellement? En fait, si on regarde le donné en tant que tel de la science positive, qu'est-ce qu'elle dit de sa femme? Elle dit qu'elle est composée de 60% d'eau, à la différence d'une salade qui est composée peut-être de 80% d'eau. Je dirais qu'en acte, il pouvait constater que la science ne supprimait pas les questions du pourquoi. Pourquoi elle est morte? Si, elle aurait pu répondre quel genre de maladie a-t-elle eu? Mais pourquoi cette douleur? Résultat, confronté à cela, il y a forcément eu, chez Auguste Comte, d'autres questions réalistes avec sa raison qui sont revenues. Les fameuses questions de l'adolescence de l'humanité. Pourquoi? Mais dans une analyse uniquement humaine.
qu'est-ce que peut donner comme enseignement la philosophie réaliste, c'est-à-dire cette connaissance du réel qui ne se contente pas de mesures mathématiques, à savoir, qu'est-ce que l'amour qui l'a uni à cette femme? Qu'est-ce que sont les épreuves de la vie du couple? Eh bien, si on regarde la philosophie réaliste, elle répond évidemment bien plus profondément que la seule science du comment ça marche. Mais elle en reste générale. Elle ne répond pas du tout à la question de sa douleur. Confronté à la douleur, il est bien obligé d'aller plus profond et de commencer à se poser les questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Et là, il va se présenter obligatoirement à lui parce qu'il est humain, parce qu'il n'est pas un animal qui, lui, ne se poserait pas la question, qui se contente de souffrir sensiblement de la perte d'un être cher. Eh bien, parce qu'il est humain, il va donc avoir deux réponses possibles. Si je viens du néant, qui par hasard a évolué, pour donner l'être que je suis, alors la douleur, elle vient simplement des aléas de la matière. Et je suis l'être le plus raté de l'évolution, puisque, à la différence des animaux, je sais à l'avance que tout ce que je construis, je vais le perdre. Tout est vanité. Je peux le savoir, puisque tout se termine dans le néant si je viens du néant. Auguste Comte avait prophétisé dans la première phase de sa vie que cette réponse matérialiste, il suffisait de l'accepter, qu'elle résolvait tous les problèmes de l'humain et que ça irait bien. En fait, il se rend compte que ce n'est pas si simple. Il y a cette douleur et il y a cette absurdité du monde. Eh bien, ce que Auguste Comte a vécu en changeant tout à fait de pensée, en fondant une sorte de religion positiviste, les êtres humains, dans leur généralité, vivent la même épreuve partout, mais non pas l'instrument intellectuel positiviste d'Auguste Comte. Si bien que, confrontés à la mort, comme les hommes du Paléolithique, alors ils cherchent des réponses de sagesse. D'où est-ce que je viens? Et on voit que les artistes en Occident, pourtant humanistes et athées, ça semble acquis. Il n'y a pas de créateur, la question de Dieu est une hypothèse dont on n'a pas besoin. Les artistes, lorsqu'ils vont à l'enterrement d'un de leurs pères, disent systématiquement, et ils sont prophètes de l'homme, sans le savoir, là où il est, je pense qu'il est heureux maintenant, même s'ils sont athées. Alors, qu'est-ce que manifeste cette chose-là? Eh bien, tout simplement ce que disaient les anciens. L'homme est par nature un être religieux. Ça ne prouve pas du tout qu'il existe un Dieu. Ça prouve simplement que la nature de l'homme, parce qu'il sait qu'il va mourir, et qu'il est dans le même lot que les animaux sous ce point-là, qui lui ne sait pas qu'il va mourir, sauf quand la mort est là, à l'instant. L'homme ne peut pas échapper aux questions métaphysiques. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Mais l'homme, parce qu'il a aussi l'amour de sa famille et qu'il travaille pour sa famille, et la femme aime ses enfants, et réciproquement pour les deux, il ne peut pas se contenter non plus du comment ça marche. Savoir comment l'enfant grandit scientifiquement, comment l'ADN explique son développement dans le ventre de la mère. Il y a l'amour, et il y a bien une discipline qui ne peut pas répondre à cela. C'est une discipline scientifique aussi, la philosophie réaliste, mais c'est surtout la vie elle-même. Et la science ne dit rien de cela. Je dirais donc, pour répondre à la question, que visiblement, la science moderne ne fait que répondre au comment ça marche. Et elle s'arrête là. Elle ne peut en aucun cas supprimer la conscience de l'homme, ni la religion. Seulement, maintenant, il reste à aborder un thème qui élargira le sujet. Est-ce que la religion est nécessairement uniquement dans le domaine de la croyance affective, comme je l'indiquais, y compris les grandes religions actuelles? Eh bien, la réponse est non. Et pour bien le montrer, je voudrais citer un exemple. L'exemple de deux personnes qui ont été ridiculisées par des scientifiques, à tort, je pense. En fait, ces deux personnes sont les frères Bogdanov. Chacun élabore une thèse de doctorat, l'un en mathématiques, l'autre en sciences, et ils osent poser la question suivante. Qu'y a-t-il avant le Big Bang?
Question qui effectivement, au point de vue scientifique pur, est sans objet. Elle ne fait pas partie de la science, puisque la science, je l'ai dit, ne peut atteindre que ce qu'elle peut mesurer par une expérimentation et l'outil mathématique. Or, par définition, au tout début du Big Bang, si c'est bien le Big Bang, l'origine du monde, la matière est tellement concentrée que aucun calcul ne peut l'atteindre. Les températures sont extrêmes. L'état de cette matière primitive, dans la première seconde de l'univers, est inaccessible à la science moderne. Il y a donc, chez les frères Bogdanov, à la base, sans doute, une erreur épistémologique. Ils ne sont plus en science. Ils sont en philosophie réaliste. Quand ils se demandent qu'y a-t-il avant le Big Bang, ils ne posent pas non plus une question du temps, puisque le temps lui-même apparaît avec le Big Bang. Ils posent plutôt la question de la cause. D'où vient le Big Bang? C'est une question légitime en philosophie. Et donc, sur cette simple erreur d'épistémologie, certains se moqueront d'eux à tort, parce qu'en fait, ils redécouvrent la philosophie réaliste qui cherche à répondre à la question de la sagesse, donc Aristote, Voltaire, mais aussi quelqu'un comme Albert Einstein, qui cherche s'il y a un Dieu. Et les frères Bogdanov alors se mettent à raisonner en disant « Observons cette première seconde du Big Bang. Dans cette première seconde, les constantes de la matière, nous sommes donc en physique, les constantes de la matière se mettent en place avec un réglage tellement précis qu'il est plus facile de tirer avec un fusil sur une pièce de 2 € située à l'autre bout de l'univers, donc peut-être à 20 milliards d'années-lumière d'ici, en estimant que l'univers est une sphère qu'il a commencé il y a 13,7 milliards d'années. Il est plus facile de l'avoir du premier coup que de poser ces constantes. Et ces constantes sont extrêmement mathématiques, d'une précision telle que si on changeait à la 5e décimale un seul chiffre d'une seule constante, le monde serait simplement une explosion d'énergie et jamais il n'y aurait eu la matière structurée sous forme des atomes, puis sous forme de la vie. Et donc, devant cette précision mathématique, intelligente, au point que les mathématiques ne font que expliquer cette matière, comme si la structure même de la matière était mathématique, eh bien les frères Bogdanov osent le pas en disant « D'où vient cet ordre mathématique ?» Et ils disent « Le poser à partir du néant, force aveugle, qui n'est qu'un concept qui n'existe pas, puisque le néant par définition c'est qu'il n'y a rien. C'est aberrant. Tout est fait, E2FET, doit avoir une cause qui lui est adaptée. Et donc il pose un ingénieur suprême qui a pensé le monde, est suffisamment puissant pour le faire exister comme cela, et éternel, parce que s'il avait commencé d'exister, avant lui, il y aurait le néant, et, on vient de le dire, le néant, il ne sort rien du néant. Ça veut donc dire que par leur raison, ils redécouvrent une religion. Seulement, c'est une religion bien pauvre, parce que cet être-là, il est découvert à partir de son œuvre, donc comme un mathématicien. Un petit peu comme si, en regardant encore cet objet, j'induisais son auteur. Eh bien, je peux poser à partir de cet objet que l'auteur, l'inventeur, est un ingénieur, qu'il connaît les maths, qu'il travaille les matériaux, qu'ils sont peut-être plusieurs. Par contre, je suis incapable de savoir s'il est marié ou s'il est célibataire, s'il aime sa femme. C'est peut-être un ingénieur en chef qui a pensé ça au Japon. De la même façon, en regardant le monde, les frères Bogdanov disent « L'intention de ce mathématicien, on ne la connaît pas. » Et donc il pose un dieu à la mode de Spinoza, uniquement un ingénieur. Il n'empêche que, on le voit, ils ne sont pas simplement dans la croyance. Ici, ils sont bien en philosophie, puisqu'ils raisonnent. Poser à partir d'un effet une cause, ça s'appelle une induction. D'autres philosophes, comme Oparin, ou plutôt scientifiques, au moment de l'Union soviétique triomphante, donc de l'athéisme, firent le même raisonnement par rapport aux sciences de la vie. Ils dirent ceci. On observe qu'à un moment donné, à partir d'un monde organisé sous forme d'atomes, donc selon un ordre simple, les atomes se goupillent entre eux, mais pour former des molécules complexes, pas plus de 150 atomes. Après, ça se décompose, on le voit dans le clinochlore. Eh bien,
est apparu à un moment donné un ordre, celui de la vie, qui dès qu'elle est là, est d'une autre nature. Ce sont des milliards d'atomes qui doivent se structurer selon un ordre précis, intelligent, comparable au logiciel des robots actuels. C'est-à-dire que non seulement, je dirais, il y a un programme informatique, mais il y a aussi ce programme informatique qui fait exister des effets extérieurs, respiration, nutrition cellulaire. D'où vient cet ordre fantastique, extrêmement précis, au point que s'il y a une erreur, eh bien, ces fonctions fondamentales de la vie ne vont pas fonctionner. D'où vient aussi le fait que cette molécule géante, qu'est l'ADN, subsiste, alors que, on le sait, elle est contre la nature du monde non vivant, qui lui se décompose en molécules simples. Ce sont les valences, et les valences sont une force très faible finalement. Après la mort d'Oparine, où l'ADN sera découvert, on fera même des calculs de probabilité. Est-ce que, par exemple, un message de 1000 bases peut apparaître par hasard? Et on se rendra compte que c'est gigantesque. Que pour qu'un texte en français, n'importe lequel, apparaisse d'un coup en signifiant n'importe quoi ayant un sens, les calculs dépassent, je dirais, les possibilités même du réel. Si bien que, face à la théorie de la soupe primitive, inventée par Stanley Miller, à savoir, effectivement, les briques de la vie apparaissent spontanément, adenine, guanine, cytosine. Eh bien, ceux qui disent que, en conséquence, c'est évident, les cathédrales faites de briques apparaissent spontanément, vont peut-être un peu vite. Que peut-être, parce qu'il y a des cailloux sur terre, ça ne veut pas dire que la cathédrale Notre-Dame vient du hasard. Et certains oseront poser un créateur, à la base de la vie, qui l'a structurée, qui est le même que celui que les frères Bogdanov voyaient à la base des lois fondamentales de la physique. On voit donc encore une fois que la raison toute seule, en s'appuyant sur des sciences modernes, peut se poser la question d'où ça vient, les questions de l'adolescence, et y répondre, pas forcément par comment ça marche. Poser peut-être une intelligence qui existe avant tout cela. Est-ce que ces deux voies qui fondent la religion naturelle, on pourrait dire le déisme, est-ce que ces deux voies d'accès que je viens d'indiquer permettent de répondre à tout? Reposons-nous dans la personne d'Auguste Comte qui perd sa femme. La réponse est que, en fait, pas du tout. Ça ne répondrait que à la question d'où venons-nous? Un être peut être intelligent, mais certainement pas à la question de à quoi ça sert d'être sur Terre? Joue-t-il avec nous? Et pourquoi la mort qui termine un être qui a envie de vivre toujours? Alors, à partir de ce déisme rationnel, l'intelligence va effectivement être obligée, parce qu'elle est celle d'un homme mortel, de retomber dans la question des croyances. Qui est-il? Que nous veut-il? Et là, les religions révélées refont leur apparition. Elles répondent. Et que disent-elles? Alors pour conclure, à partir de toute cette réflexion, on voit à quel point la tentative de tout résoudre par les seules sciences modernes, en se passant même de la philosophie réaliste, en ne gardant que le comment, était vaine. L'être humain, véritablement, ne peut pas être réduit à un robot composé de matière, et même s'il n'est fait que de matière, et même s'il venait du hasard, son destin, disait Feuerbach, c'est qu'il veut savoir d'où il vient, et qu'il veut rêver, il veut pouvoir rêver qu'il retrouve ceux qu'il aime de l'autre côté de cette vie. Feuerbach ne devenait pas croyant à partir de cette considération. Il a même fondé au XIXe siècle l'athéisme le plus profond, celui qui dit que la religion qui donne une réponse dans l'au-delà qui semble le plus correspondre au cœur de l'homme, à savoir un grand amour qui ne s'usera jamais, le retrouvail de ceux qu'on aime, le fait de garder sa personnalité, toujours, à savoir le christianisme. Eh bien cette religion, disait Feuerbach, n'est simplement que la projection de notre inconscient spirituel, fondé par le hasard, et non pas par ce créateur qui n'est qu'une pulsion. Donc, Feuerbach ne prouve pas l'existence de Dieu, mais il ne
peut pas non plus prouver sa non-existence. Il prouve simplement que le cœur de l'homme est fait comme cela. Et il répond par avance à Auguste Comte. Le comment ça marche, ça pourrait résoudre le bonheur éventuellement d'un crocodilien, s'il était scientifique, mais pas d'un être humain, capable d'aimer sa femme, ses enfants, et de se demander ce qu'il fait sur Terre.